Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, le sport doit être là. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Nico de l'Astrail. Bonjour Nico. Salut. J'espère que tu vas bien. Bah ça va, impeccable. Et je suis en compagnie également de Bertrand de chez Sport Addict. Bertrand, ça va? Ça va, impeccable. Pas trop stressé? Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Ça va aller au fur et à mesure. On va essayer de faire le truc tranquillement. C'est une première. Aujourd'hui, on est sur un format un peu exceptionnel parce que on va faire donc un podcast. On est avec donc mon ami Nico de chez l'Astrail et on va faire donc un podcast. Si vous avez la possibilité, si vous êtes en train de courir, Nico a l'habitude de le dire, moi beaucoup moins parce que vous me regardez. Là, vous pouvez couper l'écran, mettre les écouteurs. On va beaucoup discuter. On va beaucoup parler trail et ce qui se passe dans la vie d'un shop de running et entre autres ce qui se passe chez notre ami Bertrand. Je laisse la parole à Nico qui va se présenter, nous dire quelques mots, comment se passe un podcast dans son quotidien, les différents peut-être invités et entre autres notre invité du jour. Alors moi c'est Nico, je suis l'animateur et le créateur du podcast Let's Trail. C'est un podcast qui a été créé en août 2019 et c'est un podcast qui est basé sur la communauté du trail running. Donc j'interviewe différents personnages de la communauté comme des organisateurs de courses, des athlètes élites, tout un tas de personnalités qui la composent. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est là avec Bertrand pour parler d'un sujet qui devrait certainement tous vous intéresser, c'est la vie d'un shop. Merci de nous accueillir en tout cas. Je t'en prie. Bertrand, est-ce que tu veux te présenter à ton tour ou tu préfères à la sauce podcast? Je m'adapte, moi pas de problème. Allez, alors on t'écoute. Bertrand, qui es-tu en quelques mots? Bertrand, j'ai 43 ans, 2 enfants, je vis en concubinage, je suis gérant du magasin Sport Addict à Aubagne. Ce soir je suis avec Bertrand et Serge. Et pour cet épisode un peu spécial, ça fait longtemps que je n'ai pas enregistré un épisode en vrai de vrai, avec les distanciations sociales, bien sûr, bien évidemment. On est à plus d'1 mètre les uns des autres. On a respecté. Et donc je suis avec Serge et Bertrand dans le shop Sport Addict, qui est géré par Bertrand. On en parlera plus en détail tout au long de l'épisode. Et tout d'abord, je voudrais un peu expliquer et présenter Serge qui est avec nous. Salut Serge, comment vas-tu? Salut Nico, ça va, la forme. Content de partager ce nouveau média pour moi, parce que moi c'est plutôt la vidéo d'habitude. Voilà. Tu vas nous expliquer un petit peu Serge, alors raconte-nous, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Donc moi c'est Serge Fortini, je suis coach et athlète donc en run, en crossfit et en course à obstacles. Au niveau international pour ce qui est de la course à obstacles. Je suis tout nouveau youtubeur, je suis un bébé youtubeur dans ce monde cruel de la vidéo depuis quelques mois, donc je vous invite à partager nos différents médias, l'Astrail et le mien, vous irez jeter un petit coup d'œil. Je suis également papa d'un petit garçon, César, de 3 ans, et je pense que j'ai à peu près fait le tour de mes différentes qualités. C'est parfait. Pourquoi on est ici tous les trois déjà? Je pense qu'il y a une petite relation. Alors, relation, c'est pas le bon terme. Hein. C'est pas le bon terme. Relation amicale, tout du moins. Bonjour Marie. Alors moi, de mon côté, j'explique pourquoi je suis ici. C'est qu'avec Bertrand, on se connaît depuis un certain temps déjà. J'étais client de son magasin depuis quelques années, travaillant sur la région d'Aubagne, donc j'étais à proximité pour venir dans son shop régulièrement. Mais avant tout, est-ce que Bertrand, tu pourrais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs? Oui, bien sûr, avec plaisir. Moi, Bertrand, j'ai 43 ans, je suis gérant du magasin Sport Addict à Aubagne. J'ai 2 petits garçons de 9 ans et 6 ans. Je vis en concubinage, voilà, tout simplement. Et puis aussi, je pratique moi-même la course à pied, le trail et d'autres activités sportives. Mais essentiellement, c'est deux sports-là. Voilà. C'est parfait. Bertrand, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous vous connaissez avec Serge?
Raconte-nous. Serge, c'est un peu une longue histoire aussi. Ça a démarré comme toi, en tant que client dans le magasin. Feeling qui passe plutôt bien. On est amené à se retrouver sur des événements sportifs, puisque Serge est quand même présent sur pas mal d'événements où moi-même je suis présent en tant que partenaire ou sponsor. Je suis également partenaire du club de course à pied auquel il fait partie. Voilà, et donc du coup, c'est lié une petite amitié, enfin une amitié entre nous. Et puis derrière, au-delà de cette amitié, on a essayé de partager notre relation professionnelle. Lui, son coaching, moi, mon activité au magasin. Et essayer d'y allier les deux sur des testings, sur des sorties running avec nos clients, où Serge a animé ça. Voilà, je pense que j'ai un peu résumé le truc. Et Dans le monde accessoirement. d'avant. Hein Dans le monde d'avant. Dans le monde d'avant, bien malheureusement, ouais. Et puis accessoirement, et ce qui me tient à cœur, j'ai également une team d'athlètes pour le magasin et Serge en fait partie également. Très bien. Voilà. Serge, on va revenir un petit peu à toi. Donc tu disais que tu es athlète Oui. de course à obstacles, il me semble. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet aspect-là? Alors la course à obstacles, c'est un mélange de trail et d'obstacles assez spécifiques qu'on peut appeler communément les parcours du combattant. Donc la franchise la plus connue est Spartan Race. Il y a eu fut un temps Mud Day et plein d'autres, j'en passerai. Ça permet pour une certaine clientèle et certains athlètes de découvrir le run d'une manière différente, le trail d'une manière différente. Et pour ne parler que de moi, effectivement, le trail, j'y suis venu grâce à la course à obstacles. Voilà, il y a quelques années en arrière, où le trail, j'en faisais assez peu, juste pour l'entretien, on va dire ça comme ça, le plaisir. Et j'ai atteint un autre niveau grâce à la course à obstacles. Très bien. L'idée du podcast aujourd'hui, c'est ce qui m'a été demandé notamment à plusieurs reprises par les auditeurs, c'est connaître un peu plus la vie d'un shop, connaître un peu plus la vie d'un gérant, d'un conseiller de vente. C'est comme ça qu'on vous appelle? Non, enfin, en tout cas, c'est pas comme ça que moi je me considère. Je suis plutôt un conseiller, tout simplement. Je suis là pour apporter mon analyse et mon expérience, tout simplement. Mais moi, dans le podcast, j'ai l'habitude de commencer par le commencement avec mes invités et j'aime bien parler de l'enfance. Ouais. Et les circonstances, l'environnement dans lequel tu as grandi. Est-ce que tu peux nous parler de cet aspect-là? Tu veux que je te parle de quoi? Le jour de ma naissance jusqu'à aujourd'hui? Pas tellement, non, une enfance sportive, une enfance dans quelles conditions? Alors en fait, oui, j'ai toujours baigné dans le sport. Alors aujourd'hui, effectivement, mon activité tourne autour du trail, de la course à pied, évidemment, mais j'ai toujours aimé le sport et même encore aujourd'hui, je regarde, j'écoute énormément de sport, d'une manière générale, très spécifique. J'ai démarré, mon papa m'a initié, m'a lancé dans le judo tout petit. Alors j'ai pas fait une grande carrière dans le judo, hein. Mais en tout cas, j'ai démarré par ça. J'ai suivi mon grand frère qui lui-même a fait du judo et a été champion de France de judo. D'accord. Donc j'ai un grand frère, j'ai une grande sœur. Et donc du coup, j'ai fait 7 ou 8 années de judo. Bon, il s'avérait que finalement, au bout d'un moment, c'était pas vraiment le sport qui m'attirait le plus. Donc du coup, j'en ai essayé d'autres. J'ai essayé du handball, j'ai essayé un peu de volley. Et qu'est-ce que j'ai essayé d'autre? Enfin, pas mal d'autres sports. Et puis, comme tout bon provençal qui se respecte, ça tu t'es mis à la pelote basque. Exactement, mais une balle un peu plus grande. Et on s'en sert avec les pieds. Donc, ouais, je me suis mis au foot. Et, je vois pas du tout ce que c'est. Ouais, non. Et ouais, donc du coup, je me suis mis au ballon, au foot. Et assez tardivement, j'ai commencé à 12-13 ans à peu près. Et j'en ai fait une vraie passion et j'ai eu un niveau plutôt intéressant. Alors, je ne suis pas professionnel, loin de là, hein, j'ai un niveau toujours amateur, mais un niveau plutôt sympa avec des matchs en Coupe de France, à l'autre bout de la France. Dans quelle région tu étais? Dans le Var? Non, alors je suis originaire de Marignane. Je suis à Marseille, mais je suis originaire de Marignane. J'ai vécu 25 ans à Marignane, j'ai fait mes études, toute ma vie scolaire là-bas. Et puis après, le boulot a fait que j'ai bougé, mais je suis originaire de Marignane. Donc, voilà, donc le sport fait partie entièrement de ma vie.
je me lève le matin, j'allume mon téléphone, je regarde les infos sport avant même de regarder mes mails professionnels. Pour moi, c'est devenu. Et je regarde tous les sports, au grand désespoir de mon épouse d'ailleurs, mais je regarde un peu tout et n'importe quoi. Je peux peut-être faire le curling au JO, jusqu'au. Ouais, voilà. C'est désespérant, mais ouais, passionné de sport. Voilà, si je peux te parler après de ma vie Au niveau personnelle. Au niveau personnalité, tu étais plutôt un enfant ouvert aux autres Ouais, très ouvert, beaucoup de copains. J'ai toujours aimé être entouré de mes potes, de mes amis. Moi, une journée sans un copain avec moi, c'est une journée ennuyeuse, quoi. Compliqué de jouer au foot seul contre un mur. De jouer au tennis seul, non, c'est toujours avec mes potes, du vélo, tout le temps. J'ai eu la chance d'avoir une enfance assez facile. Quand je dis facile, c'est pas forcément économiquement ni financièrement, c'est plus parce je suis issu d'une famille très 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 modeste. Mais j'ai eu la chance de vivre dans un petit pavillon sur Marignane, au pied des collines. C'était un peu les prémices du trail pour nous, mais et nos parents à l'époque pouvaient nous laisser la journée entière gambader, jouer dans l'insouciance la plus totale et la plus grande confiance. C'était une autre vie. Tu disais tout à l'heure. Je sais pas si c'était notre vie ou pas. Ouais. C'était notre monde. Ouais, alors évidemment, parce qu'aujourd'hui avec mes enfants, j'ai pas du tout la même réaction. Je suis beaucoup plus protecteur. Mais est-ce que c'est une vie qui a changé ou c'est nos outils de communication les gens qui ont changé ou les informations qui nous sont données aujourd'hui, qui nous donnent aussi une vision un peu plus précise de ce qui se passe malheureusement et où on est un peu plus craintif, je sais pas. En tout cas, voilà, moi j'ai vécu dans l'insouciance la plus totale, franchement. Et qu'est-ce que tu voulais être? Tu te rêvais quoi quand tu étais enfant, adolescent? Footballeur professionnel. Mais je n'avais pas les moyens, j'étais nul. Enfin, j'étais pas assez bon. Donc, mais ça, c'était mon rêve ultime. Mais j'étais suffisamment lucide sur le niveau que je pouvais avoir. Et surtout, j'avais une famille qui me remettait les idées en place. Voilà, donc entouré de ma famille, mon frère, ma soeur, mes parents, mes potes, même ma famille, cousins, cousines. Oncle et tante, tout le monde autour de moi, voilà, c'était génial quoi. Moi j'ai pas de mauvais souvenirs de mon enfance à proprement parler. Voilà. Et donc tu te lances dans au niveau scolaire, tu embrasses quelle formation, quelle carrière tu entames? Alors c'est marrant parce que cette formation scolaire elle a été un peu chaotique. Ouais. Elle a eu en dents de scie. Quand j'avais une formation. Au niveau primaire et au collège, tout se passait très bien, jusqu'au moment où je me suis mis au foot. Et là, à l'école, ça a été compliqué. Et puis mon papa, il a pris une décision pour moi, il m'a fait arrêter le foot tout de suite, très rapidement. C'était l'école avant tout, et je l'en remercie encore aujourd'hui. Donc j'ai repris l'école, j'ai réussi à conjuguer les deux, je n'arrivais pas à le faire, j'étais pris par le foot, je pensais qu'à ça. Et puis quand je me suis remis en selle, je suis revenu un peu plus tard au foot, à l'âge de 16 ans, à peu près 17 ans. J'y suis revenu et puis l'école ça a suivi, j'ai réussi à conjuguer les deux, donc c'était cool. Donc moi j'ai un cursus scolaire, même un peu chaotique au départ, mais en tout cas j'ai un BTS force de vente, option banque. J'aime toujours à dire que j'ai eu plusieurs vies dans mon activité professionnelle puisque effectivement après mon BTS j'ai été embauché par un établissement bancaire. J'y suis resté quelques années et en fait T'es banquier? Ouais. Banquier proprement parler? Ouais. Bah ouais, complètement. Ouais, j'ai démarré comme tout le monde au départ par l'accueil. Ouais, parce que j'ai fait le guichet, l'accueil, parce qu'après le guichet n'existait plus, donc on est passé sur l'accueil, et puis conseiller particulier, voilà. Et en fait, ça me plaisait pas. Je le matin au boulot avec la boule au ventre, et ça me correspondait pas, quoi. J'ai fait, et à un moment donné, je me suis dit, bon, mais qu'est-ce que je fais, quoi? J'ai 24-25 ans. Est-ce que je fais ça toute ma vie et j'assure effectivement un avenir professionnel sécurisé ou je tente autre chose et T'avais quel âge quand tu t'es posé toutes ces questions-là?
Bah, 24-25 ans à peu près, hein, ouais, un peu plus tard peut-être, 26-27 ans, ouais, pas plus, mais pas plus quoi. Enfin, voilà quoi, je me voyais pas faire ça, j'étais pas à l'aise, pourtant alors avant même de faire ces études-là, je travaillais l'été, à partir de 16 ans, je travaillais au guichet l'été pour me faire 2-3 sous pour le reste de l'année, et je trouvais ça super sympa, mais je travaillais que l'été, donc c'était ponctuel, donc, et puis après quand j'ai baigné dedans à temps plein, bon, ça me correspondait pas, donc sans rentrer dans le détail de ce que les métiers de banquier, mais en tout cas ça me plaisait pas. Voilà, donc j'ai pris le parti de démissionner complètement. On arrête. Je suis passionné par contre, à côté de ça, de tout ce qui est technologie, smartphone. Un geek quoi. Ouais, pas proprement vraiment parler, pas- mais j'aime bien tout ce qui est, voilà, Ouais. j'aime bien tous ces produits-là, effectivement. Et puis je me suis dit, ben, j'avais un copain qui travaillait dans la téléphonie mobile. Et je me suis dit, mais. Serge il rigole, pourquoi tu rigoles Serge? Parce qu'on a quelques relations professionnelles. J'ai travaillé dans la téléphonie mobile. Ah ben on est trois alors. Et voilà. Et ouais, mais ce qui est marrant, c'est qu'on se connaissait même pas. On On s'est pas connus dans ce milieu-là, quoi. Donc, On a des amis effectivement. en commun. Et on a des amis en commun. Et puis voilà, donc j'ai je suis allé à mon pote, j'ai dit, écoute, tu chercherais pas un vendeur dans ton magasin, une téléphonie mobile? Il me dit, mais. T'avais démissionné à ce moment-là quand Ouais, même. ouais, complètement. T'avais zéro revenu. Non, j'avais zéro revenu, mais je savais que j'allais rebondir vite. J'avais du bagou, j'avais fait quelques petits jobs avant qui me permettaient de pouvoir éventuellement, rapidement. Avant de démissionner, je le sollicite et il me dit, écoute, mais tu es banquier, qu'est-ce que tu vas faire, vendeur de téléphone portable? Mais tu disais tout à l'heure que t'avais fait une formation de force de vente. Ouais. Donc ta formation c'était de la vente aussi. Complètement. Mais si tu veux, dans l'esprit des gens, le banquier, c'est quelqu'un de stable, quelqu'un de posé, quelqu'un qui a un certain statut, qui travaille en costume. Et bon voilà, moi j'ai pas cette vision du banquier parce que je travaille dedans tel qu'on peut on peut le voir d'un point de vue extérieur. Et mes potes ils me disent, mais tu es un fou quoi, qu'est-ce que tu fais quoi? Écoutez, je suis pas à l'aise, je veux changer de vie, je veux changer de métier, donc voilà. Donc je postule, je suis embauché en tant que vendeur dans une boutique de téléphonie mobile sur Marseille. Et en fait, je me révèle dans ce métier-là en me disant, ben écoute, ça me plaît bien, je manipule des appareils, je côtoie des clients toute la journée, de nouvelles têtes, ça va vite, ça va à 2000 à l'heure. Je t'interromps, mais Ouais. tu sentais que ta personnalité correspondait à la vente depuis petit ou tu l'as découvert ce jour-là? Alors oui, plus ou moins. Moi, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Je parle facilement avec les gens. Mais je suis pas. Je me suis même essayé. Alors j'ai évité cette période-là de ma vie, mais j'ai même fait du porte-à-porte pour vendre des fenêtres. Ça me plaisait pas. Moi, ce qui me plaît dans mon métier de vente, c'est de vendre du conseil et apporter une solution à un client, mais c'est pas vendre coûte que coûte pour avoir touché sa com. C'est pas ça qui m'intéresse. C'est effectivement vendre un produit, ok, mais c'est surtout apporter la solution, le conseil, apporter le produit que le client cherchait ou l'accompagner dans son projet. Ça me plaît. Voilà. Et avec ce poste dans la téléphonie mobile, c'était ça que tu faisais quoi? Ben, c'était un peu ça, les gens venaient à chercher, alors il y en a qui savaient ce qu'ils voulaient, mais il y en a qui maîtrisaient rien. Et puis je leur expliquais le produit, c'était pas que vendre et puis merci au revoir, c'était leur vendre le produit, le mettre en service, etc. Après, dans ce métier-là, au bout de 2 ans, en faisant ça, c'était sympa. J'avais quand même des ambitions personnelles, familiales, j'avais envie de gagner un peu plus ma vie aussi. Et puis au-delà de ça, j'avais envie d'évoluer. Donc, accompagner, comment dirais-je, je voulais aussi, pourquoi pas, donner mon savoir-faire à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je voulais faire du management. Le transmettre, merci. Et en fait, je voulais simplement faire du management. Donc j'ai eu l'opportunité au sein de cet opérateur-là d'évoluer, passer manager d'une boutique. Et là j'ai évolué très très vite. Donc vendeur, je passe responsable du magasin, point de vente, et une année après je passe chef des ventes. Et là je gère plusieurs boutiques.
très rapidement. Donc je manage 2-3 boutiques en même temps. Je suis beaucoup moins sur la surface de vente. Donc je perds le côté relationnel avec mes clients. Je gère autre chose, mais ça me plaît beaucoup aussi. Je m'éclate vraiment dans ce que je fais aussi. De temps en temps, je retourne sur la surface de vente pour donner un coup de main à mes vendeurs. Puis même, ça me plaisait, donc j'avais envie de temps en temps de retoucher le téléphone, avoir le contact avec le client. Voilà, donc j'aime ça, j'aime vraiment ça. Et puis voilà, donc après il s'est passé des événements qu'il a fallu que j'arrête. J'en reviendrai peut-être plus tard à cet événement-là. Donc j'ai dû arrêter mon métier de chef des ventes. Si tu veux en Bon, on parler, peut enclencher tout de suite. En fait, je me suis retrouvé au chômage, tout simplement. Licenciement économique. Donc les magasins que je gère ferment. Non pas parce qu'ils ne marchaient pas, c'est que l'opérateur a mis un plan de licenciement en place et je suis dans la vague. T'as quel âge quand tu t'es licencié? J'ai 33 ans, 34 ans. Et là, il faut que tu te poses les bonnes questions. Parce que tu as 2 enfants. Et là, tu vis plus pour toi, tu vis plus en te disant. C'est paradoxal ce que je vais dire après derrière, c'est assez paradoxal, mais tu vis plus pour toi, donc tu dois assurer quand même un statut économique stable pour ton foyer. Bien sûr. Mais tu n'as qu'une vie. Et là, tu te poses des questions. Tu te dis, ok, soit tu continues à faire ce que tu sais faire, même si ça te plaît, et sans avoir besoin de faire un bilan de compétences, je me pose des questions et je me dis, bon, mais qu'est-ce que je peux faire désormais? Et surtout, qu'est-ce que je sais faire et qu'est-ce que j'aime? Parce que je sais faire, c'est gérer des magasins, et ce que j'aime, c'est la course à pied, c'est le trail, c'est le sport. Et je me dis, mais à ce moment-là, pourquoi pas essayer de mélanger les deux. Quoi. Et l'idée, elle mûrit un peu bêtement. Je me retrouve un soir dans un restaurant avec mes 2 meilleurs potes. Cite-les, vas-y, n'aie pas peur de les citer. Guillaume Valero et Gilles Bariol, mes deux potes, mes 2 gars sûrs. Qui nous écouteront ou qui nous écouteront pas? Ouais, carrément, bien sûr. Bon, ils ont surtout intérêt, mais ils feront. Je ne suis pas inquiet pour ça, ils le feront. On se retrouve au resto, tous les 3, pardon. On est en train de refaire la vie, comme on le fait à chaque fois. Et puis là, ils me disent, mais qu'est-ce que tu vas perdu ton boulot? Qu'est-ce que tu vas faire? Alors, ils savent très bien que je rebondis toujours. Ils ne sont pas inquiets pour ça, mais ils se posent des questions. Et nous, on est 3 potes. On refait un peu le monde. On pose des questions sur le futur, sur le machin, sur le passé. Et on se dit. Est-ce que vous êtes alcoolisé à ce moment-là? Un petit peu, ouais, carrément. Pour en arriver là, Quand tu refais le monde, c'est plus facile en plus. C'est beaucoup plus facile. Avec parcimonie. Évidemment. Ouais, avec modération, Avec carrément. modération, Avec c'est modération, se carrément, tromper. toujours. Et sans masque à l'époque. Et sans masque à l'époque. Et voilà, et puis il me pose la même question, qu'est-ce que tu vas faire? Et puis je leur dis bêtement, je sais pas trop, mais j'aime le sport, je sais gérer, c'est mon job, c'est mon truc. Et on me dit, mais monte un magasin. Et je leur dis, mais les gars, ouais, mais seul j'y vais pas quoi. Et il me dit, nous on te suit. Donc dans mon magasin aujourd'hui, il y a Bertrand, le gérant, et derrière j'ai 2 associés qui me suivent. Ils sont pas là. Ils sont jamais au magasin parce Ils sont pas là, mais ils sont là. Ils sont pas là, mais ils sont là parce qu'ils ont leur vie aussi professionnelle. On s'est connus au BTS ensemble, on était en BTS ensemble, donc eux ils sont encore dans la banque avec des postes différents, mais ils sont tous les 2 banquiers. Et il me dit, nous on te suit, quoi. On se lance un projet à 3, on part dans ce projet-là, et nous on sait que tu géreras le truc, mais on t'accompagne financièrement, on t'accompagnera également dans le projet humainement, on sera là pour se remonter les manches s'il y a besoin au départ, aucun problème. Je te coupe, mais à ce moment-là, tu es au chômage du coup. Et ouais. Par rapport au licenciement. Ouais. Et tu as mis, j'anticipe un peu la Bien suite, sûr. mais tu as mis un peu des billes au départ toi aussi? Ah, on a mis des billes tous Vous les avez 3. mis On a des billes tous les 3 là-dedans, on a mis de l'argent, énormément d'argent, enfin beaucoup d'argent au départ pour lancer le projet. Les banques maîtrisant bien le sujet, on savait très bien comment ça allait se passer. Donc oui, on a mis de l'argent.
Vous partiez, comme dit Mathieu Stéphanie, avec un unfair advantage. C'est Ouais, un avantage injuste. complètement. De banquier et... Ouais, alors alors deux banquiers, mais on a aussi je pense cette intelligence-là de faire la part des choses, c'est-à-dire qu'on ne mélange pas le boulot et on mélange pas le perso. Et le perso, c'est-à-dire qu'on fait tout pour ne pas passer par les banques sur lesquelles ils travaillent. Ah oui. Donc on veut éviter qu'il y ait un conflit d'intérêts, on veut éviter que si il y a s'il y a catastrophe et que ça ne fonctionne pas, qu'ils se retrouvent en porte-à-faux dans leur job. Voilà, on évite Donc tout vous ça. vous lancez. On se lance dans le projet, on monte toute une étude de marché, et on se lance. On se lance, on trouve le local, on trouve le secteur où on estime que c'est là que ça doit se passer, et on se lance quoi. Et on se lance. Et donc nous voilà aujourd'hui. C'était en quelle année ? Alors nous le projet on le mûrit en fin 2014 et en 2015, décembre 2015, le magasin ouvre. Qu'est-ce qu'il y a de plus dur au début ? Ça n'a pas été si difficile que ça, parce qu'on a eu un alignement des étoiles. Je vois aujourd'hui, parce que j'y ai baigné dans la banque, donc j'ai vu des porteurs de projets, des entrepreneurs qui n'arrivaient pas, qui galéraient pour trouver des financements. Nous, on avait ficelé le truc, donc ça n'a pas été si compliqué que ça. On a trouvé un local très rapidement, dans ce qu'on voulait, dans ce qu'on cherchait. J'ai eu la chance, je ne le cite pas là, mais je tiens à le faire et c'est hyper important, d'avoir mon épouse qui m'a suivi dès le départ. Ma famille m'a accompagné, m'a suivi dès le départ. Ma femme était d'une aide monstrueuse dans ce projet-là. Si elle m'avait dit je le sens pas ou je veux pas que tu y ailles, j'y serais jamais allé. C'était clair et net. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Ouais. Ça, c'est un peu sexy d'ailleurs de dire ça. Ouais, complètement. Si tu réfléchis à la phrase, complètement, elle est un peu mais c'est tellement vrai, quoi. Je veux dire, parce que au-delà de l'aspect économique du projet, de l'aspect économique pour le foyer, parce que forcément il y a des risques financiers. Ça fait peur, en fait. Ça fait hyper peur, mais c'est que on sait que ce projet-là va me prendre énormément de temps. Et que je vais passer beaucoup moins de temps à la maison. À ce moment-là, j'avais un garçon qui était, mon dernier était tout petit, et du coup, j'allais manquer des choses. J'allais manquer certainement le repas le soir, la douche, les devoirs pour le grand, le coucher, les histoires. J'allais manquer beaucoup de choses, que je manque encore aujourd'hui d'ailleurs, parce que le magasin me prend beaucoup de temps. Mais elle te suit. Elle me suit. Elle a confiance en moi, elle m'a toujours fait confiance, même dans les moments de doute. On a eu des moments compliqués par la suite. On vit encore à l'heure actuelle des moments compliqués, avec ce Covid, c'est compliqué. On en parlera après, bien sûr, mais elle m'a toujours accompagné, elle m'a toujours même remonté le moral sur des moments où j'étais dans le doute le plus total. Elle a toujours été là, elle a toujours eu confiance en moi, toujours eu confiance au projet. Et ça... ça n'a pas de prix. Ouais, ça n'a pas de prix, quoi. Serge, n'hésite pas à intervenir, on est trois, oui. On est en format discussion. Si tu as des questions... Ouais, parce que je parle pas beaucoup, moi, donc c'est ça qui est bien. Non, mais si tu as des questions qui te viennent, n'hésite pas à interagir. Donc vous vous lancez sur ce projet-là. Ouais. Qui est un gros projet. Jamais aucune expérience d'entrepreneuriat. C'est la première. Salarié. C'est la première. Alors là où je voulais en venir aussi, c'est que quand j'ai dit j'ai qu'une vie tout à l'heure, c'est que mon métier, j'aurais pu le refaire dans une autre opérateur ou sur d'autres agences, parce que j'ai eu des opportunités quand ça s'est su dans le milieu que j'allais, pour autant que j'étais la perle rare. C'est juste que quand ça s'est su que nos magasins allaient fermer, il y avait des opportunités, des gens qui avaient besoin potentiellement de moi. Et je me suis dit, toute ma vie, j'ai toujours progressé dans les échelons, dans mes métiers. Et pour moi, l'aboutissement, la suite logique, c'était de devenir entrepreneur et créer mon entreprise.
Tu l'avais toujours dans les Ouais, coins j'avais toujours de ça au ta fond de tête? moi, ouais. J'avais toujours ça au fond de moi, de me dire, Ça, un jour je voudrais le faire. Ça se matérialisait par des idées que tu avais parfois ou Pas non, forcément. Non, non, pas forcément. J'avais pas d'idée précise. J'avais des envies comme ça, de me dire un jour je voudrais être patron, Mhm. mais sans avoir de secteur d'activité majeur, sans avoir de quoi que ce soit. Et puis là, ça s'est fait comme ça. Et là, je me suis dit, ben allez, je me lance. Alors, c'est vrai qu'aussi, quand tu es licencié de manière économique, c'est plus facile de te lancer dans un projet parce que tu as, Tu as du temps, tu as du temps, de l'argent. tu as de l'argent, parce que forcément, tu as des aides. Et ton épouse travaillait? Oui, complètement. Alors, ouais, mais elle travaillait, mais elle a travaillé pendant un an, puis après, on a déménagé, on a habité Marseille, on a quitté Marseille pour partir dans le Var, pour s'offrir une qualité de vie. Et elle se retrouve également au chômage quasiment en même temps que moi, enfin peu de temps après moi. Donc là, on a pris un gros risque, effectivement. Bon, on savait que ça allait, parce que comme on quittait la région, son boulot, elle ne pouvait plus le tenir, donc il fallait absolument qu'elle trouve autre chose. C'est ce qui s'est passé derrière, hein. On n'était pas inquiet, mais on a pris ce risque-là malgré tout. Mais oui, j'avais toujours cela au fond de moi de me dire qu'à un moment donné, je voulais être entrepreneur. Et donc c'était plus facile parce que tu avais la première année, tu as un accompagnement de Pôle emploi qui te maintient ton salaire. Donc c'est une charge salariale moins importante pour l'entreprise au départ. Donc ça te permet quand même de pouvoir limiter le risque sur au moins les premières années. La première année, on avait, lorsque tu es licencié, ben, tu obtiens un chèque, même si ce chèque-là, peut-être que certains ont préféré s'en passer et garder leur métier, hein, bien évidemment, mais voilà, moi j'ai eu cette opportunité-là. Voilà, donc si tu veux, il n'y a pas eu de grosses difficultés, mais il a fallu faire des bons choix. Et les choix qu'on a fait, ça nous a permis d'arriver finalement à obtenir ce qu'on voulait sans trop de difficultés. Ça s'est fait assez facilement. Et même d'ailleurs, on a été un peu étonnés parce que quand on voyait où j'entendais ce qui se faisait ailleurs, c'était très très compliqué. Et à cette époque-là, le monde du shop spécialisé dans le running, c'était très présent par rapport à tu parlais du business plan tout à l'heure. Est-ce que c'était déjà prévu? Est-ce que vous avez choisi le lieu justement? Je comprends. À quel moment vous avez décidé de oui. ce secteur d'activité-là dans la vente? Alors, ce secteur d'activité-là, on l'a pris un peu, on l'a choisi parce que c'est ce qui me plaisait, c'est ce qu'on a envie de faire. Maintenant, on ne maîtrisait pas tout dans ce métier-là. On ne maîtrisait pas les différents intervenants, donc les confrères. J'emploierai jamais le terme concurrent, je vais le faire là, mais le terme concurrent. Pour moi, on n'est pas des concurrents, on est des confrères. Vraiment, je tiens vraiment à ça, c'est très important. D'ailleurs, pour la plupart des autres magasins dans la région, on se connaît tous. En tout cas, moi, j'entretiens de très bonnes relations avec eux. Et c'est vrai qu'on ne maîtrisait pas beaucoup le secteur d'activité. Au départ, on ne maîtrisait pas les marges qu'on pouvait avoir. On ne savait pas combien de paires de baskets il fallait vendre pour pouvoir payer tes charges, ton salaire, pouvoir en vivre. Paires de baskets et autres, hein, bien évidemment. On ne maîtrisait pas la partie sponsoring, les événements. Comment tu montes un business plan sans connaître tout ça? Justement, et là tu commences à potasser, À 3 donc? Ouais, Ou toi seul? Alors moi beaucoup plus qu'eux parce qu'ils ont quand même, moi Toi j'ai beaucoup dédié, plus de temps. dédié, ouais. Moi j'ai eu beaucoup plus de temps et puis de toute façon c'est moi qui allais être l'acteur principal de toute façon de cette aventure. Donc c'était à moi d'aller potasser tout ça. Donc tu mènes tes recherches sur le net, tu essaies de contacter certaines marques. Et puis tu te rends compte que c'est un peu compliqué. Et puis à un moment donné, tu te poses des bonnes questions. Alors moi j'avais l'expérience aussi de la téléphonie mobile, parce que je travaillais pour un opérateur. Et je savais ce qu'il fallait faire. Et en fait, ce qu'il fallait faire, c'est passer par un groupement, une franchise, pour pouvoir t'aider dans ce projet-là. Qu'est-ce qu'elle t'apporte comme aide, une franchise, au début? Beaucoup de choses. Elle t'apporte déjà l'accompagnement dans ce fameux business plan. Alors nous, on l'avait quand même vachement bien ficelé, puisqu'on avait déjà trouvé le local. On avait des infos, j'avais réussi à avoir des infos à droite et à gauche sur les marges que tu pouvais faire, les chiffres d'affaires que tu pouvais faire. Et puis après, je savais aussi qu'il fallait, quoi qu'il arrive, je pense, me rapprocher d'une enseigne, d'une franchise, pour pouvoir développer ton business beaucoup plus rapidement. Parce qu'elle va t'apporter de la communication, elle va t'apporter son accompagnement
sur des opérations commerciales, elle va t'apporter son accompagnement sur un site internet que tu n'as pas, donc il faut que tu le construis ce site internet, donc elle te le met à disposition. Et puis surtout, elle te met en relation avec les marques. Elle te donne l'accès aux marques. Parce que toi, seul, Bertrand, personne ne connaît, quoi. T'avais été confronté déjà à des murs? Ouais, complètement. Complètement. Et puis moi, j'avais l'expérience, encore une fois, de la téléphonie mobile. Tu sais, aujourd'hui, sur le marché de la téléphonie mobile, tu n'as que les gros opérateurs qui ont leur boutique physique. Et les petits magasins qu'on a connus il y a 20 ans, 30 ans en arrière, enfin 20 ans, 25 ans en arrière, ça n'existe plus. Les multi-opérateurs, ça n'existe plus. Donc voilà, il faut passer par ce genre de groupement-là pour avoir... Et puis moi, ce qui me plaisait aussi dans le projet, que j'allais mener, c'est que je voulais, dans mon métier, apporter un vrai conseil aux clients, une vraie expérience. Sauf que moi, j'étais client, donc consommateur, dans ces magasins spécialisés, mais j'avais aucune technique de vente pour ce genre de service, je parle, pour ce genre de produit. Mais techniquement, les produits, je connaissais les produits que je consommais, mais il existe des centaines et des centaines de produits, je ne les connaissais pas tous. Je ne connaissais pas toutes les marques, je n'avais pas consommé toutes les marques. Par exemple, le triathlon, je ne connaissais pas grand-chose de triathlon. Et si je partais seul à l'aventure comme ça, je risquais de passer pour un blaireau vis-à-vis de mes clients. Et ça, il n'était hors de question. Je voulais vraiment maîtriser mon sujet. Et donc il a fallu, pour moi, il était évident qu'il fallait que je passe par cette phase-là d'accompagnement donc d'une franchise qui, elle, va te former, puisqu'elle met à disposition des formations, des outils de vente au monde du running, du trail, voire même et du triathlon. Donc voilà, pour moi, c'était juste essentiel, quoi. Donc tu ouvres ton magasin, ouais. Et ça te fait quoi d'être le premier jour? Bon, j'imagine qu'il y a eu des travaux, qu'il y a eu... ouais, alors il y a eu la phase travaux. Le jour où tu ouvres officiellement à tes clients, ça te donne quoi comme sensation? Alors la première sensation qui me vient à l'esprit et que j'ai ressentie, c'est de la trouille. C'est la première fois de ma vie que j'ai eu autant la trouille. De me retrouver livré à moi-même, de ne plus avoir un patron un patron qui va t'assurer ton salaire à la fin du mois. Et là, tu dois assurer, alors je parle même pas de l'aspect économique du foyer, hein, tu dois assurer les charges de ton entreprise, tu dois assurer tout ça, et surtout, tu dois assurer et assumer tes premiers clients. Et ça, j'avais peur de me planter, de bafouiller, de dire des bêtises, j'avais la trouille. Je voulais vraiment être bon, dans mon métier, je voulais surtout pas qu'il y ait un de mes clients puisse dire ce magasin-là, j'y suis allé, le mec il comprend rien ou il tremble tellement que non, je voulais vraiment être très très bon. Voilà. Donc ça a été les 2-3 premiers jours, la première semaine, ça a été ça. Et puis en fait, je me suis retrouvé dans mon élément, quoi. Je me dis mais c'était ça, quoi. C'était une évidence. Je me suis éclaté, quoi. C'était génial. Tout de suite, puis un truc tout bête, ça fait sourire tout le monde quand je dis ça, mais tu vas au boulot en jean basket ou en survêt de basket, quoi. Moi, j'ai travaillé toute ma vie en costume, en chaussures, te raser tous les matins. Là, tu vas à la cool, quoi. J'ai une question indiscrète. On coupe éventuellement s'il faut. Est-ce que la première semaine, tu fais un gros chiffre d'affaires? Est-ce que tu fais des ventes la première semaine? Est-ce que ça génère un stress supplémentaire parce que tu vends ou tu vends pas? Tu fais quelques ventes, mais ton chiffre d'affaires, il n'est pas du tout, en phase avec ce que tu avais espéré, ce que tu as imaginé. C'est compliqué. Ouais, donc tu rentres à la maison dès le départ, transpirant. Non, pas transpirant, parce que tu as quand même, comme on était assez prudent dès le départ dans notre projet, on avait quand même prévu au cas où cette phase-là compliquée. J'étais banquier. Hein. Ouais. Il y avait la trésorerie. Il y avait un peu de trésor, mais malgré tout, tu te dis bon, c'est compliqué là, mais ça va le faire, quoi. Et puis tu essaies de réfléchir à toutes les solutions possibles, imaginables pour faire démarrer ton magasin, faire de la communication, voilà. Et voilà, donc au début ça va. Ce stress-là, effectivement, il va arriver plus tard, puisqu'on a eu des étapes.
on a eu plusieurs phases dans ce magasin, dans la pérennité de ce magasin-là, parce qu'aujourd'hui je peux affirmer on est sur une phase économique pérenne. On a passé la fameuse étape des 5 ans. On a passé ces 5 ans-là. Souvent dans une entreprise quelle qu'elle soit, on parle d'une phase de 3-5 ans pour vraiment être relativement, je dirais pas certain, parce qu'on n'est jamais certain de quoi que ce soit, mais tu passes ces 3-5 ans, tu sais que ton activité va être pérenne par la suite, elle doit fonctionner. En général, tu te casses la figure avant. Donc oui, effectivement, pendant la phase 3-5 ans, les 5 premières années, tu trembles en te disant, est-ce que ça va se passer, est-ce que ça va fonctionner? Et puis après, il y a des signes qui ne trompent pas, il y a tes chiffres bien évidemment, mais il y a le ressenti, il y a les retours clients, il y a les bouches à oreille, tu entends les échos, tu entends les choses, voilà. Et ça, tu te dis, bon, on est dans le vrai. Je te coupe, mais tu parlais un petit peu tout à l'heure du sentiment de... comment on appelle ça, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que tu l'as... j'entends par syndrome de l'imposteur, tu disais que tu ne te sentais pas forcément légitime sur certains aspects en tant que vendeur, notamment pour les conseils. Est-ce que ça t'a compliqué la tâche dès le début, ce sentiment de ne pas tout savoir sur tes produits? Ouais, ça a été compliqué parce que tu sais, quand les premiers clients qui rentrent dans ton magasin, tu sais pas ce qu'ils font, tu connais pas leur niveau, tu sais, quand je parle de niveau, parce que je rencontre de tout dans mon magasin. Je rencontre de l'athlète, au chasseur de dossard, au chasseur de podium, aux coureurs débutants, aux coureurs novices, amateurs, voilà. Et le client, quand il rentre, tu sais pas forcément. Et il y a des gens avec qui tu vas discuter, et ce mec-là, ou cette femme-là, elle maîtrise mieux les produits que toi. Parce que ça fait 30 ans ou 40 ans qu'elle court, ou ça fait ne serait-ce que même que 10-20 ans, mais le produit, elle le connaît sur la pointe du début du lacet jusqu'à la semelle, elle connaît tout. Elle peut te parler du poids, du drop, elle peut te parler de plein de choses. Et toi, si tu commets un impair à ce moment-là, ben, tu passes pour un blaireau, quoi. Enfin, le client peut te faire passer pour un blaireau, très facilement. Donc, moi, j'avais vraiment envie de maîtriser tous mes produits. Donc, quand mes produits sont arrivés avant qu'on ouvre en magasin, j'ai mis mon pied dedans, j'ai couru avec, j'ai potassé, je voulais tout maîtriser de mes produits. Je voulais surtout pas passer pour le conseiller qui ne maîtrise pas ses produits. Donc, oui. Donc le syndrome de l'imposteur, il y a effectivement ça, et puis comme je te disais tout à l'heure, il y a des disciplines que je ne maîtrise pas. Je vends des produits, des accessoires pour la marche nordique, je ne pratique pas la marche nordique. Je n'ai jamais pratiqué la marche nordique, donc je voulais, pour ça, il fallait que les marches nordiques, c'est une marche très active, qui est pratiquée avec des bâtons. Alors le bâton de trail, j'avais utilisé, pas de problème, mais la marche nordique, il y a un geste que je n'avais jamais pratiqué. Voilà, donc c'était important pour moi de maîtriser tout. Puis après, on a des produits en magasin qui ne sont pas que de la chaussure, il y a aussi la chaussette, mais aussi des orthèses pour les blessures, pour les préventions aux blessures. Il y a des blessures que moi j'ai pas eues, j'en ai eu des belles et des nombreuses, mais il y en a que j'ai jamais eu. Donc il fallait absolument que je sois formé par ça. Donc il y a eu la formation effectivement de l'accompagnement de la franchise, mais il y a aussi l'accompagnement des marques. Les marques sont venues une par une aussi avant l'ouverture, pour la plupart, pour nous expliquer les produits, etc. Donc on avait quand même des années de pratique en tant que sportif, donc on avait quand même beaucoup de choses qu'on maîtrisait, mais je voulais tout maîtriser. Donc il fallait, certaines marques, elles m'en ont voulu parce que je ne les ai pas lâchées. Je leur ai demandé à ce qu'elles aient un magasin, qu'elles nous forment, et ça a été, parfois certaines ne pouvaient pas se rendre disponibles, mais j'ai fait en sorte qu'elles se rendent disponibles voilà, pour vraiment maîtriser le produit. On en parlera plus précisément tout à l'heure avec Serge de l'aspect plus marque, plus technique, ce sera plus sa partie. Mais j'ai vu que dans ton magasin, tu fais partie des magasins qui ont un tapis de course. Ouais. Donc tu proposes, toi, quand tu vends une paire de chaussures, une analyse préalable à la vente de tes... Alors, deux questions qui vont peut-être être pas évidentes à répondre, mais dans quelle mesure tu peux remplacer éventuellement un podologue, par exemple, et est-ce que ce type de test qui est fait dans ton magasin est certifié et
et apporte une qualité à tes clients. Alors, Je sais pas si j'ai été clair, elle est un peu... je vais essayer de te répondre, si ma réponse est claire ou pas, on verra. Alors, non, déjà, j'aurais jamais la prétention de remplacer un podologue, clairement. D'abord, j'ai pas les études. Eux, ils ont un diplôme certifié, voilà, moi je l'ai pas. Mais par contre, l'expérience fait que les conseils qu'on m'a donnés, c'est pas moi qui les ai inventés, ils existent depuis des années, utilisés par de nombreux magasins en boutique, pratiqués par les marques en direct elles-mêmes, qui elles-mêmes se sont appuyées sur des médecins, etc. Donc si tu veux, là-dessus, je suis très très serein. Maintenant, c'est vrai qu'il y a une, je ne sais pas si tu vas venir sur ce sujet-là par la suite, mais en tout cas, il y a une vraie controverse au sujet notamment de ces analyses-là, puisqu'on parle de renfort de pronation, et puis il y a la controverse la foulée minimaliste. Et moi, j'ai une vision qui est assez large là-dessus, qui est assez ouverte. Bien au contraire, je suis moi-même un pratiquant de la foulée un peu minimaliste. Mais pour autant, pour moi, elle n'est pas adaptable à tout le monde. Et il faut le faire là encore avec parcimonie. Je ne suis pas un ayatollah du minimalisme, loin de là. En général, j'essaie de le faire de manière, si vraiment je sens qu'il y a un besoin ou que le client lui-même a envie d'aller vers ce genre de produit-là, je vais le faire de manière prudente et en tout cas avec les connaissances que j'ai. Donc non, pour revenir à ta question initiale, le podologue, non, pas du tout. D'ailleurs, même je travaille avec beaucoup de podologues et c'est super intéressant parce que j'ai quelques podologues avec qui je bosse qui m'envoient leurs patients avec des fiches pré-remplies de leurs patients avec le type de chaussures qu'il faut, le type de drop, le poids. Mais pourquoi ils m'envoient ces fiches-là? Parce que ces podologues, je les ai reçus en magasin. Je les ai formés sur les produits que j'avais moi, parce qu'eux maîtrisent leur technique, mais ne maîtrisent pas, et ce qui est normal, ils ne maîtrisent pas toutes les chaussures, parce que certains podologues ne sont pas pratiquants de la course à pied, donc ils ne maîtrisent pas les marques, ils ne maîtrisent pas les différentes techniques de chaussures que nous avons. Et donc du coup, beaucoup de podologues avec qui je travaille aiment la manière dont je vois la course à pied, le sport, et aiment la manière de l'analyse que je vais proposer derrière. Et donc de ce fait, en croisant tout ça, on arrive forcément à proposer des conseils assez précis, assez justes sur le choix de la chaussure qu'on va proposer à nos clients. Évidemment, on ne va pas proposer la même chaussure à quelqu'un qui débute ou à un coureur qui va faire un 10 km en moins de 30 minutes, bien évidemment. Comme pour un trailer, on ne va pas proposer une chaussure à quelqu'un qui va faire une course nature de 10 km à quelqu'un qui fait du trail, évidemment. Donc, non, j'ai pas de diplôme à proprement parler ou une formation reconnue par l'État pour ça, mais j'ai l'aval de mes podologues, j'ai l'aval de marques, je suis très serein là-dessus, quoi. Et surtout, j'ai le retour client. Et ça n'a pas de prix, quoi, pour moi. Voilà. Alors justement, ces fameux retours clients, ça fait 2 fois que tu en parles, donc ça va être important pour toi. Tes retours clients, tu les as déjà par quel biais? Ouais. Et qu'est-ce que ça te fait d'avoir un retour client positif ou négatif? Ça te touche? Ah ouais, complètement. Ouais, complètement. Alors comment je les palpe ces retours-là? Il y a plusieurs outils, mais le premier c'est ton client qui revient. Déjà, si ton client revient, c'est qu'il le fameux retour client. Ouais, si ton client revient pour renouveler ses chaussures, c'est que déjà déjà ce client-là tu l'as capté, donc déjà c'est plutôt une bonne nouvelle. Et en plus, si ce client-là, il te recommande à des copains à lui. Alors là, tu sais que c'est dans le vrai. Donc nous, on a donc plusieurs outils. Donc c'est effectivement ce retour client, j'emploie un peu trop ce terme-là, mais ce client qui revient dans le magasin pour renouveler leur matériel. Les nouveaux clients qui ont été recommandés par les bouche-oreille. Donc le fameux bouche-oreille, ça c'est pour moi c'est le meilleur outil, la meilleure communication.
Et c'est le meilleur marqueur surtout de ta qualité. Ouais, c'est là que tu fixes ton curseur, quoi. C'est-à-dire que s'il y a des gens qui viennent parce que ça t'a été recommandé, c'est que forcément t'es bon. Complètement. Et on a fait. Là, je reviens plutôt sur un aspect communication et développement du magasin. On a utilisé de nombreux outils de communication pour faire connaître le magasin. On a essayé la communication radio, on a essayé la communication panneaux dans les rues, 4x3, les réseaux sociaux bien évidemment, qui est devenu un outil indispensable et hyper fort dans la société actuelle. Et en fait, on s'est rendu compte d'une chose, on a mis beaucoup d'argent dans ces projets-là, dans ces outils-là. Le seul outil qui fonctionne, c'est le bouche à oreille. Aujourd'hui, on a tout arrêté, si ce n'est les réseaux sociaux, parce que ça, c'est un outil qui permet également de faire vivre ta page, et surtout qui permet de garder un lien avec tes clients. De garder un lien avec tes clients, ça c'est très important. En fait, on a tout arrêté. En fait, tu fais pas d'acquisition autre. Majoritairement, tu fais pas d'acquisition autre que par le bouche à oreille, quoi. Exactement. Ça, après, ça arrive, mais je vais parler pour ma partie en tant que coach. Il y a différents métiers, tu as parlé des podologues, mais il y a aussi les kinés, tu as aussi les coachs. Je voulais aborder ça après, mais c'est bien que tu le fasses complètement. Mais tu as les différents métiers où on travaille, là pour notre part, et là je parle pour nous pour le coup, où on travaille tous ensemble parce que moi, quand il parlait des podologues tout à l'heure, je vais conseiller à certains de mes athlètes d'aller le consulter. Parce qu'il va leur falloir une chaussure assez spécifique. Spécifique par exemple pour la course à obstacles, mais également au niveau trail ou au run. Et c'est vrai qu'on a tous un œil un petit peu différent. Et c'est ça qui est super intéressant. Parce qu'on a l'échange autant avec notre kiné qu'on a en commun, bonjour Jérémy, ou autant avec le podologue. Donc c'est vrai que ça c'est vraiment, je pense que c'est un curseur assez fort et là pour le coup et là c'est plus du bouche à oreille puisque là on parle en tant que professionnel et autant Bertrand que moi on peut avoir nos retours clients. C'est un réseau en fait. Là ça devient un réseau. Parce que si tu veux, d'abord toi-même qui es pratiquant, tu as forcément fait de nombreux stages chez ton kiné ou chez ton ostéo, potentiellement tu portes des semelles orthopédiques. Surtout chez mon podologue. Que je salue Damien sur Marseille, Damien Paré. Salut Damien. On te connaît tous, c'est bizarre. Ouais, Damien a une très bonne réputation. Je ne pose pas avec lui en l'occurrence, mais par contre, je sais qu'il jouit d'une très très bonne réputation. Moi, il m'a littéralement fait disparaître mon TFL. Donc, voilà. Et donc, voilà, ça c'est. Et si tu veux, moi, j'irai jamais en contradiction avec le podo, le sachant. prêtre. Le sachant. Exactement. C'est lui qui a raison. Et puis, de toute façon, si ton client, moi je parle de client et non pas de patient, mais si ton client vient au magasin avec le conseil de soit de son médecin généraliste, ce qui est plus rare, mais en tout cas ça peut arriver, parce qu'il y a des médecins généralistes, notamment le mien qui est sportif, qui est triathlète, ton kiné, ton ostéo, ton podo, je pourrais dire ce que je voudrais, c'est lui qui aura raison. Sauf s'il va dire, moi j'ai mon idée, mais Bertrand te conseillera mieux que moi, mais dans ma fiche, je vais lui noter moi les prédispositions que le produit doit avoir pour que je puisse... voilà. C'est parce que je ne sais pas où je voulais en venir, on parle tellement que je ne sais même plus où je voulais en venir. Comment tu construisais ta clientèle? Voilà, et donc si tu veux, en fait il y a tout un microcosme autour du coureur qu'on a tous, donc kiné, ostéo, etc. Et donc on se doit de travailler intelligemment et de manière avec une vision un peu commune. Alors bien sûr il y a des podologues, des ostéos et des kinés qui ont des visions différentes de la course à pied, de la manière dont on doit courir, etc. Donc moi je conjugue avec ça, mais d'une manière générale, ceux avec qui je m'entoure, on a plus ou moins la même vision. Donc c'est plutôt intéressant. Voilà. Pour revenir après à la communication du magasin, je travaille beaucoup avec eux, mais il n'y a que le bouche-oreille qui fonctionne. Pour moi, il n'y a que ça, et ça c'est hyper important. Alors après, il y a effectivement les réseaux sociaux. Quand tu vas sur tes commentaires, que tu vas que des notes, ça oscille entre 1 et 5 étoiles, je crois, et que tu as que les 5 étoiles, tu sais que tu es dans le vrai, et que tu en as beaucoup, surtout. Donc tu sais que tu es dans le vrai. Et à contrario, quand tu as des mauvaises, tu le vis très mal. En tout cas, moi, c'est comme ça que je me dis pas,
On parle toujours des trains qui arrivent en retard. Ouais, mais complètement, exactement. Mais complètement. Et ça, moi, je le vis mal parce que j'insiste sur ça, mais je suis pas un vendeur. Alors bien sûr, je gagne ma vie avec ce métier-là, clairement. Mais moi, ma priorité, c'est vraiment d'apporter le bon conseil et la bonne analyse pour mon client. Si je me prends des sales commentaires, bon, je me rends un peu des fleurs, mais ça m'arrive que très rarement, voire pas, ou enfin, j'en ai eu très peu, vraiment très très peu. Je le vis mal. Par contre, effectivement, en tout cas, j'en ai eu très peu via le biais des réseaux sociaux. Maintenant, après, je ne peux pas plaire à tout le monde, parce que peut-être que chez un de mes confrères, il y a un feeling qui passe mieux avec le vendeur ou le patron que moi. Et ça, malheureusement, on ne peut rien y faire, hein, c'est comme ça, c'est humain, je ne peux pas plaire à tout le monde. Ça, par contre, j'ai pris mon parti de ça, même si au début, je vivais très très mal. Ça, je l'ai compris. Par contre, quand les gens l'affirment ou que c'est pas justifié, ou que c'est pas juste, ça c'est dur. Parce que tu sais, je prends souvent cette expression-là, mais un client content va en parler à une personne, 2 personnes. Un client mécontent, il va en parler à 10 personnes. Et l'effet boule de neige, il peut aller dans l'autre sens. Il va plus vite dans l'autre sens. Il va beaucoup plus vite dans l'autre sens. Et moi, je me refuse catégoriquement à ce que ça puisse m'arriver parce que je donne vraiment le meilleur de moi-même à chaque fois. Alors, je ne sais pas si les gens le ressentent, en tout cas, moi, je ne vais jamais vendre une paire de baskets. Et ça, peut-être qu'on abordera le sujet après, mais dans un esprit commercial. C'est parce que si ce client-là, tu vends la paire de baskets, soit la plus chère, soit parce qu'il faut la vendre vite fait, parce que... c'est l'ancien monde, ça, hein, du commerce. Ouais. Je pense qu'on a un peu changé par rapport à cet aspect-là. Vous, notamment les commerçants. Nous, ouais, parce que, surtout nous, les commerces de proximité. Il existe d'autres réseaux de vente, comme Internet, comme la grande distribution, enfin, j'appelle ça la grande distribution, mais les grandes enseignes, où ils en font du volume et ils n'ont pas besoin de se poser ce genre de questions-là. Ça passe ou ça casse, ça marche pas, c'est pas grave, c'est un peu péjoratif ce que je dis, mais c'est un peu réducteur, pardon, mais ils ont les mêmes problématiques que toi, mais c'est pas à une échelle moins importante. C'est pas la même échelle. C'est pas la même échelle. Toi, l'impact est direct. Voilà, moi l'impact il est direct, je vais le ressentir tout de suite. Si moi je me plante et de manière volontaire surtout avec un coureur, et que ce coureur en plus il va être dans un club, tu peux être certain que le club il n'y en aura plus dans ton magasin. Et moi je me dois vraiment d'être hyper vigilant là-dessus, je fais vraiment très attention à ça. J'apporte toujours, en tout cas avec mon expérience, mon analyse sur la vente d'une paire de baskets. Alors on parle beaucoup de baskets mais on ne parle que ça, on va vendre de l'électronique, on va vendre des montres, on va vendre du textile, des chaussettes, de la diététique, très important aussi la diététique pour l'ultra trail notamment, enfin, le trail et l'ultra trail c'est très très important, la course à pied et le triathlon, mais c'est très très important. Donc je me dois vraiment de faire très attention à ce que je peux dire, vraiment je fais très très attention. Voilà, ça c'est très important, très très important. Est-ce que tu n'aurais pas 2-3 petites pépites originales à nous raconter dans ton magasin? Ouais, enfin oui, après il y en a certaines que je ne peux pas forcément raconter, mais alors je vais essayer de te raconter une un peu croustillante, enfin un peu rigolote plutôt, parce qu'on parlait d'analyse de foulée, mais juste avant je voulais faire une aparté sur un truc important auquel ça revient un peu à ce que tu disais, ça reprend un peu ce que tu nous demandes, mais j'anime tous les jeudis soirs des sorties, enfin, quand on pouvait le faire, mais on ne peut plus le faire malheureusement, des sorties avec mes clients, des sorties running, qui est née d'une idée, des discussions avec des clients, etc. Et en fait, ça c'est important, c'est pas une anecdote croustillante, en tout cas c'est un truc important. Est né derrière une belle amitié avec des gens que j'ai rencontrés. Serge, du coup, c'est super bien parce que Serge anime ces sorties-là, qui est notre coach. Mais au-delà de ça, c'est qu'on a créé un vrai lien d'amitié avec beaucoup de personnes dans ce groupe de jeudi soir. J'ai juste un footing au départ, et puis derrière, il a été amené à ce qu'on fasse des sorties en off le week-end entre potes. On est parti faire des repas entre nous, des restos, quelques beuveries. Voilà. Ça, c'est des super belles rencontres que tu fais dans ce genre de métier aussi, et ça, c'est top. Alors après, pour répondre vraiment à ta question, ouais, il y a eu quelques petits trucs un peu rigolotes. On parlait tout à l'heure d'analyse de foulée,
Et souvent, les gens, quand ils montent sur le tapis, pour ceux qui n'ont jamais fait, on peut l'appréhension du tapis. C'est pas évident de courir sur un tapis finalement. Pour la première fois, en tout cas, c'est pas évident. Et là, malheureusement, ce jour-là, ça n'a vraiment pas été évident. Une dame vient au magasin pour acheter une paire de baskets. Elle n'avait jamais couru de sa vie en footing. Elle voulait démarrer, elle voulait être bien équipée, avoir un bon conseil. Et donc, du coup, je lui propose de faire une analyse de foulée. Donc, l'analyse de foulée, c'est on monte sur le tapis de course. Je démarre le tapis, on augmente la vitesse progressivement jusqu'à atteindre une foulée, on va dire, relativement normale pour le coureur. On a une caméra qui est positionnée derrière et qui va filmer la personne. Donc on a fait courir pieds nus pour regarder ses appuis, vérifier les différents types de courses qu'elle pourrait avoir. Et donc la dame, je la fais courir. Et je suis à côté d'elle et tout se passe super bien, dans la joie, la bonne humeur. Et puis quand j'ai fini de capter l'image que j'avais besoin de capter, et je lui dis, voilà, c'est terminé. Mais le problème, c'est qu'elle a interprété le c'est terminé par j'arrête de courir. Sauf que le tapis continue à tourner. Et le problème, c'est que j'ai pas eu le temps d'arrêter le tapis. Généralement, le tapis, je réduis la vitesse progressivement. Et là, elle s'arrêtait net de courir. Et ce qui devait se passer, c'est qu'elle est partie en arrière, elle est tombée. Alors sur le coup, je ne peux même pas arrêter le tapis, j'ai eu une peur monstre, je me rapproche d'elle. Et en fait, au moment où je me rapproche d'elle, je la vois morte de rire. Et donc elle était par terre, et le réflexe qu'elle a eu, c'est qu'elle a remis la main sur le tapis, et elle a refait un tour, et elle est repartie, elle s'est ruinée. Elle s'est ruinée, mais elle n'a pas eu de trace de sang, Il n'y a pas eu de blessure. mais elle était morte de rire. Alors si tu veux, moi, sur le moment, j'ai eu peur pour elle, qu'elle se fasse hyper mal. En fait, il s'avère que pas du tout, mais voilà, c'est la seule fois où il y a eu quelqu'un qui est tombé. T'as ta responsabilité derrière. Alors, sur le coup, je n'ai même pas pensé à ça, mais oui, tu as raison, mais c'est surtout eu peur pour elle qu'elle se fasse mal, quoi. Et en fait, elle était morte de rire. Alors du coup, et ce qui était énorme, c'est que la caméra a tout filmé. Et ça, c'était trop bon, quoi. Donc elle m'a demandé ce que je lui envoie l'image, elle a fait suivre à toute la famille, tous les potes. C'était juste fabuleux, quoi, ce truc-là. Alors il n'y avait rien d'hyper croustillant là-dedans, mais c'était une belle anecdote quand je voulais rebondir sur le côté analyse de foulée et analyse qu'on peut faire. Oui, des fois il y a quelques péripéties comme ça. Tu parlais tout à l'heure de la communauté que tu as créée. Ouais. J'ai l'impression que dans les commerces d'aujourd'hui, c'est important de créer des événements, des communautés, alors moi au départ... Tu l'as fait naturellement, toi? Non, enfin oui, je me suis pas appuyé sur ce qui se faisait ailleurs parce que j'en sentais pas le besoin. Surtout qu'en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au début où j'ai ouvert le magasin, en 2015, j'étais HS pour la course à pied. Je ne pouvais pas courir, je courais plus depuis un an. Je m'en rappelle. Ouais, et je pouvais pas courir, j'ai longtemps pas pu courir, j'avais contre-indication médicale et du coup donc je pouvais pas le faire ce truc-là. Mais sauf que donc ça me venait pas l'idée de lancer ce projet-là, quoi. Et en fait, en discutant avec beaucoup de clientes, c'est souvent des femmes au départ, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes l'hiver ne couraient pas la nuit après le boulot, après leur journée de travail ou autre, parce qu'elles avaient peur. Elles avaient peur également d'aller partir en colline toutes seules, parce que alors elles attendaient que le mari soit dispo le week-end s'il était dispo pour aller courir avec lui, sinon elles n'allaient pas toutes seules, elles ont peur d'aller courir toutes seules, parce qu'elles entendent beaucoup de choses, parce qu'elles ont vu beaucoup de choses, parce que voilà, donc c'est et puis je me suis dit mais c'est dommage, quoi, vous perdez quelque chose, quoi. Donc je me dis pourquoi pas lancer ce projet-là, de lancer ça. Et j'ai essayé de m'appuyer sur des copains à moi, pas la suite Serge, mais il y avait d'autres personnes au départ. Je me suis appuyé sur des copains qui faisaient partie de mon team, parce que j'ai une team de coureurs qui courent pour les couleurs du magasin. Et voilà, qui ont animé au départ ces sorties-là. Je ne savais pas si ça allait marcher, ça n'allait pas marcher. On a démarré, on était 4-5. Et puis il y a eu l'effet boule de neige. Alors il est clair que par contre, moi j'ai pas la vocation à être un club. On m'a souvent demandé, mais où créer un club, etc. Je dis non, moi je suis pas un club. Les clubs, c'est leur
leur truc. Moi, je ne veux pas d'abord les empiéter ce qu'ils font, même s'il n'y a pas de concurrence entre nous, hein, parce que je travaille avec tous les clubs de la région. C'est un moment de partage, quoi. C'est un moment de partage, de convivialité, ça finit souvent autour d'une bière. Après, comment ? Avant. Non, on évite, on évite, et puis c'est super bien parce que du coup, on a vu progresser des gens, on a vu des gens qui couraient jamais en colline parce que c'était insurmontable pour eux. Et puis finalement, ils se sont rendus compte que petit à petit, ils pouvaient franchir des étapes et faire des choses aujourd'hui, faire de l'ultra alors qu'ils n'auraient jamais pensé à faire ce genre de choses-là. Pour de la course sur route, faire du marathon alors qu'ils n'auraient jamais pensé faire ce genre de choses-là. Voilà, donc non, c'est super. Et puis tu rencontres des. Alors on dirait c'est un peu comme un club, mais après nous, c'est quand même, comme c'est gratuit, c'est très ouvert, il n'y a pas de cotisation, on n'impose rien. Donc du coup, c'est très. Il n'y a pas de président d'assemblée générale Non, du club, de l'association. Il n'y a pas de conflit sur le. Non, enfin voilà. Même si la majorité des clubs avec qui je travaille, ça se passe, il n'y a pas ces problématiques-là, mais enfin, voilà, nous, c'est on vient, tu viens pas, pas grave quoi. On se retrouve des fois à courir, on était 2 ou 3. Bon, généralement, on est quand même 10-15. Voilà. Donc, mais c'est vrai que j'ai même des clubs qui se sont joints à nous pour les sorties parce qu'ils trouvaient super sympa ce qu'on faisait. Bon, voilà, c'est cool. Donc, Très bien. Mais j'ai pas pour vocation d'être un club, ça c'est clair. On est dans une période un peu particulière en ce moment là, liée à certains virus. Ouais. Tu peux nous parler de cet aspect-là par rapport à ton magasin ? Ouais, je suis en plein dedans. Donc, alors moi, je suis très partagé parce que on a eu plusieurs phases en tant qu'entrepreneur. En tout cas, je parle pour notre secteur d'activité, parce que là, dans ce que je vais dire, je vais englober, je pense, mes confrères. Ça a été très compliqué au début, quand on a appris qu'on allait être confiné et que nos commerces allaient fermer. On s'est dit, on va droit dans le mur, quoi. On ne savait pas combien de temps on allait être fermé, on ne savait pas comment on allait devoir assumer les charges, parce qu'on a on a des charges fixes importantes, hein. On a des loyers, on a des crédits, on a des salaires, on a des fournisseurs, des impôts à payer, donc très 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 compliqué. Lors du premier confinement, tout de suite le président a pris la parole et a expliqué qu'il allait accompagner les entreprises, quelles qu'elles soient, pour pas nous laisser tomber, quoi. Alors bien sûr, on a envie de faire confiance aux politiques, mais on ne sait pas ce qu'ils vont nous proposer. Et puis il s'avère qu'on a eu effectivement accès à des aides, de l'argent qui nous a été non pas prêté mais offerte, donné. C'était des petits montants, mais ça nous a permis de payer des charges fixes, hein. Et après, on a mis à disposition un crédit à un taux très très faible, le fameux PGE, prêt garanti par l'État. Voilà, donc ça c'était la première phase. La deuxième phase, une fois qu'on était dans le confinement, donc il a fallu garder un lien avec notre communauté, donc nos clients, leur dire qu'on est toujours là, qu'on n'est pas mort, qu'il faut, j'aime pas trop dire ça, mais qui consomment pas trop sur internet parce qu'on est encore là, il faut nous aider parce que quand on va réouvrir, il va falloir essayer de donner un petit coup de pouce. Voilà, on a beaucoup parlé de faire travailler les commerces de proximité. Alors c'est pas que nous, hein, c'est le boulanger, c'est le boucher, c'est même les kinés ont souffert parce qu'ils étaient fermés sur le premier confinement. Un peu toutes les activités, nous faire travailler, nous aider, etc. Voilà. Et en fait, la chance que nous avons, alors moi j'en vois 2, en tout cas pour ma part, c'est que dans notre activité, les gens se sont mis au sport beaucoup plus que ce qui n'était auparavant. Moi, de chez moi, je voyais des gens courir avec des baskets de ville, hein, des Stan Smith, et puis ces gens-là, après derrière, tu les retrouves au magasin. Donc du coup, ça nous a apporté une nouvelle clientèle. Alors je dis pas que c'est bien ce Covid, hein, c'est pas ce que je veux dire, hein. Je dis pas que c'était une bonne nouvelle pour nous, pour le business, etc. Loin de là, parce que derrière il y a eu quand même. Tu l'en serais passé quand même, quoi. Ouais, complètement, parce que du coup il y a eu quand même une perte sèche de chiffre d'affaires. Il y a eu quand même aussi derrière des événements qui sont cassés la figure, qui n'ont pas eu lieu. Donc
toujours ça a enchaîné derrière, même une perte d'activité pour nous parce que finalement, alors moi c'est pas trop mon cas parce que je pratique pas trop la course trail avec un dossard. Mais par contre, beaucoup de nos clients le font et du coup, ils achètent plus de nutrition parce qu'ils préparent plus d'événements importants. Et puis les événements, nous on a envie aussi parce que ça nous permet de créer un peu de communication sur les événements. On est partenaire, on est sponsor d'événements. Donc tout ça, ça a disparu. Hein. Aujourd'hui, il n'y a plus d'événements, donc ça c'est très compliqué. Mais par contre, je le dis et je le répète, moi je suis un peu désarçonné par quand j'entends les discours de certaines personnes. Moi j'ai la chance de vivre en France. J'ai eu des aides de l'État, j'ai eu un droit à cet accès-là, j'ai eu droit à quelques aides. Les salaires sont maintenus pour les salariés aujourd'hui. J'ai eu l'expérience du deuxième confinement où l'État nous a prêté, mais pas prêté, nous a donné de l'argent pour pouvoir payer toutes nos charges. Les fournisseurs nous ont également bien accompagnés là-dedans parce que ils nous ont permis de décaler les échéances, de payer plus tard nos factures. Ils nous ont repoussé nos factures, nous permettant de retravailler, rentrer l'argent pour pouvoir payer. Et ça, c'est hyper important. On a une relation de confiance avec nos fournisseurs, ça c'est hyper important. Mais encore une fois, je le répète, on a eu des aides. S'il n'y a pas eu ces aides-là, on ne serait peut-être pas debout aujourd'hui. Ou alors les entreprises qui ont beaucoup d'années devant elles. Moi, je suis une entreprise toute jeune. Hein, qui ont beaucoup de réseaux. Mais toi, qui ont beaucoup de réseaux. Moi, j'en ai, mais c'est pas non plus, je sais pas nos limites, quoi. Et voilà, donc on a eu cette chance-là. Et j'ai eu des exemples de clients qui étaient sur d'autres métiers, mais qui vivent à l'étranger, qui sont venus en France, qui ont été rapatriés vivre en France au temps des confinements. Notamment en Espagne, les gens ils ont pas de chômage, pas de salaire, ils n'ont rien. En Angleterre, là ils ont mis récemment en place, parce qu'il y a un nouveau confinement, ils ont mis récemment en place un système de chômage, mais sur le premier confinement, ils n'ont rien eu, les gars. Les entreprises n'ont rien eu, les salariés n'ont rien eu, ou très peu. Va vivre avec ça, quoi. Nous, on a de la chance. Je pense que les gens qui s'en plaignent oublient un peu ça, vraiment. Alors, je ne monte pas au créneau en me plaignant, mais je pense que c'est une réalité aujourd'hui, quoi. J'ai l'impression que... Alors, bien sûr qu'on râle, bien sûr que moi, ça ne me plaît pas de rentrer chez moi à 18h. Je fais quasiment plus de sport parce que le magasin, je le ferme, je rentre chez moi. Le matin, je m'occupe de ma famille et j'ai pas le temps de faire du sport avant d'aller travailler. Donc, ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué, mais... Je suis debout, mon magasin est debout, moi je suis debout, ma famille est debout. Voilà, je relativise aussi en me disant que j'ai perdu des gens autour de moi, des gens qui sont morts du Covid. Donc je me dis peut-être que si on met ça en place, c'est peut-être aussi pour nous protéger. Alors bien sûr, il y aura toujours ceux qui te diront oui, mais il y a d'autres possibilités. Mais bon, moi pour l'instant, je trouve que les solutions qui sont mises en place aujourd'hui, elles ne sont pas si mauvaises que ça. Et de toute façon, on voit toutes les possibilités qui existent à travers le monde. Et le Covid, il fonctionne toujours, il tourne toujours. Donc, voilà, j'en profite pour rebondir. Du coup, tu parlais qu'on faisait, là au niveau, on faisait des sorties le jeudi, on faisait des tests, etc. Donc là aujourd'hui, on peut plus faire grand chose. Ouais, par exemple, exactement. Est-ce que tu prévois, toi, là on va parler un peu d'avenir, on parle de passé depuis le début. Est-ce que tu prévois quelque chose, peut-être pour faire du one-to-one pour ce qui est des tests, ou est-ce que tu as prévu quelque chose? Alors, à l'instant, au moment où je te parle, j'ai pas vraiment de projet posé sur une feuille en me disant allez, ok, on va faire ci, on va faire ça. Je vis presque au jour le jour. Comme nous tous finalement. Ouais, comme nous tous, parce qu'il y a encore 15 jours en arrière, on était tous suspendus, ou du moins tous posés dans notre télé, à attendre que notre Premier ministre annonce un nouveau confinement. Donc voilà, donc là, non, j'ai pas vraiment de projet. C'est vrai que ce qui me manque le plus aujourd'hui, au-delà de ma pratique personnelle, c'est cette communauté du jeudi avec nos copains, de plus courir avec eux. Je peux plus proposer ça. Et les clubs aujourd'hui, ils ont bien du courage parce que même pour eux c'est compliqué. Voilà. Donc j'ai pas de projet. C'est vrai qu'on a metté avec Serge, mais même moi de mon côté, on mettait beaucoup d'animation en magasin en place. On faisait des tests VMA sur le tapis, on voit toujours ce fameux tapis, hein, c'est marrant, mais il aura vécu des choses celui-là, mais... c'est le comptoir. Ouais. Mais c'est le tapis, c'est le nouveau comptoir. C'est le nouveau comptoir.
Mais en tout cas, ouais, on a fait de l'animation, on était à SVMA, on a fait plein de choses dessus. Et c'est vrai que je peux pas. Je fais même des soirées, des ventes privées avec les clubs avec qui je travaille. Enfin, je peux plus faire ça. Mhm. On est limité à un nombre de personnes au magasin. Pour l'instant, je peux pas. On doit s'adapter et je vis un peu jour le jour. Ouais, Malgré tout, ton commerce, ton petit bébé reste ouvert. ouais, il reste ouvert parce que Enfin, il tient le coup, quoi. il tient le coup et Dieu sait qu'il en a subi des tremblements parce que il y a eu le Covid, mais avant ça, il y a eu les attentats, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu des grèves, on a eu plein d'événements extérieurs, extérieurs qui ont fait que le magasin il a subi pas mal de tremblements, quoi, pas mal de secousses. Et ça a été compliqué au départ. Et aujourd'hui, j'en parle avec fierté parce que je me dis, avec tout ce qu'on a vécu, je suis encore debout. Je pense que je suis dans le vrai dans tout ce que je veux proposer depuis le départ. Parce que s'il est encore debout, c'est grâce à ce qu'on propose, mais aussi c'est grâce à nos clients. Donc, bien sûr que, ouais, je suis assez fier, quoi. En tout cas, ça fait du bien d'entendre un discours positif de quelqu'un qui vit la situation, Ouais, ouais. qui est Alors, au milieu et qui puis- sait de quoi il parle. et en plus, je positif parce que j'ai d'autres commerçants qui sont fermés encore à ce jour, quoi. Et moi, je suis encore fermé, pas parce qu'ils ont déposé le bilan, parce que les restaurateurs sont fermés, les bars sont fermés. J'ai ma voisine à côté qui est une agence de voyage où c'est compliqué économiquement pour elle. On ne peut plus peut plus voyager. Et aujourd'hui, je rebondis un petit peu sur ça. Ouais. Pour ceux qui te connaissent pas, pourquoi je viens dans un shop spécialisé alors que tu en parlais tout à l'heure, la grande distribution. Elle est présente, elle propose des chaussures plus ou moins low cost et là on est sur un shop spécialisé, donc pourquoi je viens chez toi? Parce que d'abord j'ai des enfants à faire vivre et s'ils veulent des cadeaux de leur anniversaire, les enfants, il faut Faut faire venir du chez moi. Non. Bah si. Alors déjà oui, oui déjà. Faites des dons. Voilà, non, parce que non. Alors après, nous on existe parce que j'ai eu en tant que consommateur, en tant que client, des différentes expériences. Moi j'étais client sur des magasins sur Marseille enfin Marseille dans la région quoi. Et j'ai toujours été content de la prestation qui m'était fournie. En fait, c'est un peu une expérience. Quand tu viens dans un magasin, un shop spécialisé, c'est une expérience. Tu ne viens pas acheter une paire de basket, tu te sers, tu vas en caisse, bonjour, ça coûte tant, merci, au revoir. Nous, on va vous prendre de A à Z, on va vous faire vivre vraiment une vraie expérience. Donc, le client, on va lui poser plein de questions pour comprendre sa pratique. On va le faire courir sur un tapis de course. On va prendre ses empreintes de pied pour avoir la pointure, la largeur de pied, la hauteur de toute plantaire. On va lui donner un joli canapé et lui faire boire un bon café. Exactement, on offre des cafés, voilà, non, mais... Et c'est vrai qu'en grande distribution, on peut avoir des produits similaires aux nôtres, sauf qu'il y a tellement de monde que les personnes... Moi, je récupère, je récupère, c'est pas le terme, mais je retrouve en magasin des clients de grande distribution où ils sont plantés. Ils sont plantés parce que le choix de la chaussure n'était pas bonne, pas parce qu'ils ont été mal conseillés. Parce qu'ils n'ont pas été conseillés du tout. Et c'est pas un reproche que je fais aux grandes distributions, c'est juste que c'est un fait. Souvent, tu vas dans les grandes distributions, les vendeurs qui sont sur place, ils passent plus de temps à mettre des produits en rayon parce qu'il y a du monde. Tu vas un samedi dans une grande surface, dans une grande distribution, dans une grande enseigne, il y a tellement de monde que les pauvres n'ont pas le temps de s'occuper de toi, quoi. Nous, on a cette possibilité-là. Et après, on est aussi des vrais passionnés. Alors qu'on a nos propres expériences. Je ne sais pas si c'est vraiment le cas ailleurs. Voilà, donc nous on a une expérience, le vécu des produits, on a essayé tous les produits pour la plupart qu'on a en magasin, on a couru avec, on a des formations aussi de nos marques, hein, ça c'est important. Voilà, donc... Mais donc, que je sois débutant ou athlète, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de discrimination. Ouais, voilà. Et j'ai presque envie de dire même, souvent on a le retour client des personnes qui démarrent la course à pied ou qui ont peur de pousser la porte en se disant ah non, c'est un magasin qui est réservé à l'élite ou aux coureurs confirmés. Mais pas du tout. Au contraire, on aura plus, nous, de conseils à donner à quelqu'un qui débute. Mais souvent, moi, on met en valeur, on me dit ah, mais regarde, je veux prendre cette chaussure là, elle coûte. Allez, moi j'ai envie de mettre un peu un chiffre, on va le mettre le chiffre. Quelques dizaines d'euros, je vais pas bien ou quelques dizaines d'euros. Mais moi en tant que coach, je vais répondre déjà tout de suite à la question. C'est souvent pas des chaussures de run. Qu'on soit bien d'accord. Toi, en tant que spécialiste,
je pense que tu peux que confirmer. Ouais, j'ai souvent ces clients qui viennent au magasin et ces personnes qui viennent au magasin plutôt avec des baskets lifestyle, quoi. On Ouais, pourrait la débuter avec ça, des sneakers. Hein. des sneakers. Donc, oui, ça, on les rencontre complètement. Donc Voilà. là, on part sur de la chaussure de running et c'est vrai que je préfère appuyer sur ce point-là, qu'on soit bien clair. On veut pas vendre de la chaussure de luxe finalement. Non, parce Quand tu dis que, ça. alors c'est vrai que des fois on se bat un peu avec nos consommateurs parce qu'ils sont là, ah celle-ci elle est plus jolie, je voudrais celle-là. Mais moi je vends pas de la couleur, moi je vends une chaussure qui correspond au coureur, au pratiquant. Des fois il arrive même des fois de refuser, enfin pas des fois, souvent de refuser des ventes parce que moi je veux celle-là parce que c'est la plus belle. Et moi je m'en fiche qu'elle soit la plus belle, ce que je veux c'est que tu sois bien dans tes baskets quoi. Si c'est la plus belle, mais que par contre tu reviens me voir dans une semaine, 10 jours, que tu as mal au pied ou que tu as une blessure, c'est avec qui l'abruti qui t'a vendu ça? Ben, c'est moi quoi. Et moi c'est hors de question quoi. Donc ça on y tient. Alors après, la différence de coût, il y a des technologies qui sont mises en place par des recherches aussi qui sont mises en place par les marques. Hein, c'est pas moi qui les crée. Hein, les prix d'ailleurs je les fixe pas, c'est les marques qui nous imposent les prix. Moi, je n'impose pas les prix, je n'ai pas le droit de vendre un prix plus cher, une chaussure plus chère que ce qu'elle est proposée par la marque. Donc ça, c'est clair et net. Et le dernier sujet qui était intéressant que tu disais là, c'était le SAV. Ouais. Dans la grande distrie, le SAV, c'est pas parce que tu as des clubs qu'on va venir s'en occuper. Ben, moi, je fais, je prends. Alors déjà, le SAV, j'en ai très peu. Parce que Non, moi, quand je te disais le SAV, c'est dans le sens le SAV moral, c'est-à-dire ton retour client. Bah, parfois, je vais pas bien dans cette chaussure. ouais. Pourquoi, comment, Ben, et on peut avoir des retours. bien sûr. Alors c'est vrai qu'alors nous, en plus, ce qu'il y a de bien, c'est que alors, avec le client qui fait son footing le dimanche matin, c'est plus compliqué parce que la chaussure, il va laisser un magasin, et ça va s'arrêter là, où on le fait courir sur le tapis, on court un peu dans le magasin, mais il a une expérience avec la chaussure qui va durer 1 ou 2 minutes quoi, par chaussure. En revanche, on a souvent des accompagnements, nous, des marques, où on fait ce qu'on appelle des testings, des clubs, où on le fait en magasin, c'est-à-dire qu'en magasin, une marque va venir et propose quelques modèles avec toutes les pointures. Et on va faire courir, on va faire une sortie running et donc, on va faire un test en trail avec la dernière chaussure trail de Salomon par exemple. Et on part dans les collines essayer la chaussure. On ne vend rien ce jour-là, il n'y a rien à vendre. On fait juste essayer la chaussure, le client va courir avec, il va faire sa propre analyse, sa propre expérience et se dire cette chaussure-là, elle était bien ou voire elle n'était pas bien, elle n'est pas faite pour moi. Il y a limite même presque, j'ai envie de dire, en faisant en mettant à disposition ce type d'expérience-là, je me mets presque une balle dans le pied finalement. Parce que le client il peut l'acheter ailleurs, pas forcément chez moi, mais c'est pas grave. Moi j'aurais fait mon truc et voilà, ça c'est cool quoi. C'est beau. Que tu arrives à déterminer souvent les clients qui viennent juste pour essayer, avant d'acheter sur internet. Ça t'énerve? Alors il y a deux types de personnes qui font ça. Évidemment au début je me faisais avoir, j'ai manqué d'expérience et je me faisais avoir. Alors je me faisais avoir oui et non parce que limite c'est pas un client, je l'aurai jamais comme client. Il me fait perdre 5 minutes de mon temps, pas très grave. Et il y a ceux qui effectivement, donc dans ces deux catégories-là, il y a ceux qui viennent et qui posent 3 questions et potentiellement ils mettent le pied dans la chaussure et vont partir. Mais il y a ceux qui vont te faire passer énormément de temps. Et ça, par contre, ça, j'avoue que j'ai du mal à l'accepter parce que ils vont venir un samedi après-midi, le magasin il est bondé, tu vas leur faire l'analyse de foulée. L'analyse de foulée, il faut savoir que toute l'expérience qu'on propose, ça dure un quart d'heure, 20 minutes. Donc tu vas passer 20 minutes rien que pour l'expérience, plus l'essayage des chaussures. Et qu'il y en a qui vont te passer l'après-midi, vont te passer 3 quarts d'heure avec toi pour à la fin te dire bon, mais je vais réfléchir. Tu sais très bien que ces gars-là, tu vas plus le revoir. Et ça j'ai du mal à accepter parce que tu profites. En fait, en gros, tu veux profiter du système en te disant sur internet, je vais peut-être payer ta chaussure 20-30 € moins cher, même pas 30 € parfois, sur les anciens modèles, oui, mais sur les produits qui sortent, les nouveaux modèles, on va avoir le même produit, on va avoir le même prix que sur internet. Mais les gens vont te faire perdre du temps pendant 3 quarts d'heure. Mais cette analyse qu'on propose nous, moi je suis désolé, mais je la valorise, elle a un coût pour nous. C'est-à-dire que si tu veux pas te blesser, viens entre les mains de ton vendeur, il va te proposer toute une expérience, ce qui fait que tu vas limiter le risque de blessure. Il faut quand même savoir que la course à pied, c'est un sport qui physiologiquement est très traumatisant. Il y a de nombreuses blessures, c'est pas pour rien quoi.
Donc si on propose nous cette analyse-là, c'est pour éviter ou en tout cas limiter le risque de blessure. Et ça effectivement c'est très frustrant. C'est très frustrant de te dire que tu passes 3 quarts d'heure avec quelqu'un, puis à la fin il te dit bon, ou puis il y en a qui te disent en pleine tête, hein, ils te disent clairement ah ben, elle est moins chère sur internet, vous pouvez faire pareil. On n'est pas des marchands de tapis. Mais tu vas pas à Auchan, arriver à la caisse, à ta caissière, dire ben, ma chaussure, ta chaussure, mon caddie, il est 30% moins cher chez Lidl, vous me le faites au même prix? Ben non, tu vois, c'est ça quoi. Nous, non, on vend une expérience. C'est comme si tu fais réparer ta voiture et tu vas chez le garagiste, tu payes juste la pièce et pas la manœuvre. Ça ne nous choque pas de payer la manœuvre. Ben, nous, c'est un peu pareil quoi. Voilà. Et si tu veux, une fois que tu l'expliques aux clients, ben, la plupart ils le comprennent bien quoi. Il ne va pas besoin d'expliquer, pour eux ça me paraît logique. Il y a d'autres personnes qui ne le comprennent pas, mais ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils viennent au magasin, qu'ils me posent des questions vite fait, et qu'ils potentiellement essayent une ou deux paires, ou qu'ils viennent les voir, et qu'ils s'en vont, pas de problème. Il n'y a aucun problème avec ça, moi ça me gêne vraiment pas. Mais quand tu me passes 3 quarts d'heure, non, ça par contre, j'avoue que. Et surtout que je te dis qu'en plus, derrière, j'ai d'autres clients qui attendent et on perd du temps, quoi. C'est dommage. Ou qui partent éventuellement même. Et je manque des ventes parce que des clients, au bout d'un moment, ils attendent, ils s'en vont, quoi. Bon, ça arrive rarement, mais ça peut arriver. Ouais, ça peut arriver. Et ça, c'est vrai que c'est. Mais les gens, quand ils le font, certains, enfin, la plupart ils pensent même pas à mal. Je veux dire, ils font pas ça en disant, tiens, sport addict, on va en faire exprès de lui faire ça. C'est pas du tout ça. C'est qu'ils réfléchissent, ils se disent pas derrière, nous, on a toutes des charges, etc. Et que si on a ces prix-là aujourd'hui, c'est que d'abord, c'est les marques qui nous les imposent et que derrière, nous, ben, on fait vivre également une entreprise, on fait vivre aussi, j'ai un vendeur, voilà, des vendeurs, voilà, donc on fait vivre tout ça, quoi. Donc, c'est comme ça. C'est le côté un peu moins rigolo du métier, mais voilà, après, il n'y en a pas tant que ça non plus, donc c'est cool. Tu parlais de ces côtés un peu négatifs, mais tu peux nous citer un peu, si tu avais un moment qui t'a marqué positivement dans toute cette histoire de 5 ans, ça serait quoi? Positivement, je vais aller au-delà, hein. On va dire ton plus beau moment dans ton magasin. Ouais, j'en ai eu beaucoup, franchement, j'en ai eu beaucoup. Alors, j'aurais du mal à. Alors, moi, ce qui me plaît, ce qui me plaît beaucoup, c'est quand que tu as une personne qui vient acheter une paire de chaussures chez toi et qui revient te voir 15 jours, 3 semaines, un mois après, en te disant, enfin, mais vraiment juste pour ça, il rentre, il te dit ça et il repart. Hein. Écoutez, je viens vous voir juste pour vous dire, je passais devant, je m'arrête parce que vraiment, le chaussure m'avait vendu, le conseil m'avait donné, c'était génial. Merci parce que j'arrêtais pas d'avoir des blessures et grâce à vous, ça va beaucoup mieux. Donc là tu te dis, bon, c'est cool quoi, tu es vraiment dans le vrai, c'est vraiment c'est une bouffée d'oxygène monstrueuse. Et puis en fait, surtout là aujourd'hui, c'est de me dire que j'ai réussi à ma grosse satisfaction, mais sans parler de l'expérience magasin avec client, c'est de me dire que j'arrive à faire vivre ma famille. J'arrive à faire vivre une entreprise avec le plaisir de me lever tout le matin, d'aller travailler. Ça, pour moi, c'est juste monstrueux, quoi. Moi, j'ai plein de rêves, mais j'en ai un deuxième, j'en ai un qui est important, c'est de me dire que mes enfants, quand ils vont grandir, ce que je veux pas qu'ils soient médecins, avocats, enfin, s'ils le sont, tant mieux pour eux, je veux dire, mais ce que je veux, c'est qu'ils soient épanouis dans leur métier. Voilà. Et moi, j'arrive à vivre de ma passion aujourd'hui. Enfin, voilà. Et je voudrais juste qu'ils arrivent à faire ça. Ils feront ce qu'ils voudront. Évidemment, je les accompagner du mieux possible dans leur faire des études, mais ils feront ce qu'ils voudront, mais je veux qu'ils soient heureux comme moi. Je suis heureux le matin quand je me lève. Moi, le matin, je vais au magasin, je ne viens pas travailler. Je viens rencontrer les gens. J'ai des gens qui viennent au magasin juste pour boire un café avec moi, pour me raconter leur expérience de la course du dimanche. Bon, ça fait un moment qu'ils ne viennent plus ceux-là parce qu'il n'y a plus de course, mais voilà, moi, ça, c'est ma satisfaction, elle est là aujourd'hui. C'est vraiment ça. Je suis heureux de ce que je fais. Très bien. Voilà. Serge, on va se faire un mot de la fin. t'as d'autres questions? Non, moi c'est bon. Est-ce que tu voudrais, pardon, je suis fatigué. Est-ce que tu voudrais aborder un sujet, Bertrand, dont on n'aurait pas parlé? Voilà, comme ça, il n'y a rien qui me vient. Non. Pas spécialement. On a bien fait le tour. Je pense que j'ai beaucoup parlé donc. Non, mais tu nous as bien fait. Ça y est, il n'y a plus de batterie. Tu nous as bien partagé toute ton expérience. Comme je le disais tout à l'heure, de quelqu'un qui sait, qui est confronté à la réalité, à la dure réalité surtout aujourd'hui. Mm-hmm.
Et en tout cas, on est très heureux que ton projet se soit concrétisé de cette manière et que tu puisses vivre de ta passion. Ouais, mais C'est- j'en suis aujourd'hui j'en suis conscient de tout ça, ouais. Je suis conscient de tout ça. Et moi, je te le dis d'autant plus clairement que moi, c'est mon rêve. Je ne l'ai jamais caché. Mon rêve, c'est d'être à ta place. Pas d'être à ta place en tant que gérant de magasin, mais ce que tu disais tout à l'heure, vivre de Sa sa passion, passion. ouais. Et j'y travaille Bien sûr. et j'espère un jour y arriver. Et il n'y a rien de plus beau que ça. Ouais, On te le souhaite. on te le souhaite. Mais ton projet, on en a parlé en amont, mais ton projet que tu mènes aujourd'hui, il est bien ficelé, il est de plus en plus écouté. Peut-être qu'un jour tu y arriveras et je te le souhaite. Je te le souhaite. Je te le souhaite carrément. Serge, Euh, le mot de la fin pour toi, dis-nous. Moi, je vais vous dire merci pour l'expérience. Merci Bertrand de l'échange. Merci à vous surtout. Très content d'avoir participé à ton podcast parce que je t'écoute. Ah, ça fait plaisir. On t'écoute. J'espère On que, t'écoute. j'espère On que t'écoute. vous avez également apprécié le format. Moi, j'ai l'habitude de finir sur une petite phrase assez sympathique qui est bonbon et saucisson, portez-vous bien.